Merci de nous avoir rejoints pour cette session. On va vous parler donc, du coup, de l'extension du MFA à tous les accès en quelques mois et sans effort, grâce à la solution Silverfort. Donc, j'ai la chance sur cette session d'être accompagné de David, Pierre-Yves et Franck. Je commence. Donc, je suis Alexandre Demilly, je suis gérant de la société Wakers, également practice leader sur les sujets cybersécurité de Microsoft. David Paulet, moi je suis partie leader sur la partie identité, également chez Wakers. Pierre-Yves Popin, moi je suis CTO d'Ignition Technology, distributeur de la solution Silverfort et partenaire du coup de Wakers sur ces sujets-là. Frank Cleves, avant-vente technique pour la société Silverfort. Parfait. Donc, on a 50 minutes. L'enjeu, on va vous parler des concepts sur la première moitié de la réunion. Et puis après, on aura Franck qui va nous faire une belle démonstration de la solution pour démontrer les propos qu'on aura expliqués préalablement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va planter un peu le contexte. Donc, aujourd'hui, on a différentes plateformes d'IAM sur le marché, de référentiels d'identité moderne, par exemple Azure AD, Okta, Ping. Donc, vous avez peut-être c'est des solutions que vous avez déjà chez vous aujourd'hui. Donc, c'est des solutions qui offrent de très bons contrôles de sécurité via des mécaniques de contrôle d'accès. Et ça marche très très bien pour des applications dites modernes qui respectent les protocoles standards, à savoir SAML, OpenID Connect, OAuth2. Enfin voilà, c'est des protocoles assez standards du marché. Malheureusement, tous ne respectent pas ces protocoles, et c'est là où les difficultés commencent. C'est que on se rend compte malheureusement que dans beaucoup de contextes, on a un historique, on a des applications développées à la main, on a des accès file serveurs, on a des choses qu'on va pas pouvoir interfacer avec le référentiel d'identité moderne, et pour lequel du coup on ne pourra pas profiter de ces mécaniques de contrôle d'accès. Et malgré tout, on a une autre stat qui est super intéressante, c'est qu'on se dit que le MFA va réduire la compromission d'un compte de 99,9%. Donc très bien pour ce qu'on va savoir interfacer avec Azure AD, Okta, Ping, etc. On va naturellement pouvoir et naturellement être éligible au MFA. Par contre, pour d'autres cas d'usage, on a des exemples ici de ces cas d'usage, ça va être un peu plus compliqué parce qu'elles sont liées à l'Active Directory et difficilement intégrables avec Azure Active Directory. Et donc, les cas ici qu'on peut citer, c'est les comptes de service, des applications développées maison, des accès file server, des accès PowerShell, PSExec, RDP, tous ces sujets-là, sont difficilement interfaçables directement avec le référentiel d'identité moderne. On a un lien très fort avec l'Active Directory. Et donc des difficultés aujourd'hui pour amener du contrôle d'accès sur ces cas d'usage. En termes de contexte également, donc on dit pourquoi c'est si important de sécuriser les identités avec du contrôle d'accès, c'est qu'aujourd'hui les faits sont là. Hein. On a des stats ici intéressantes qui nous disent que 61% des failles impliquent une compromission d'identité. 85% des attaques web utilisent des credentials volés. 82% des attaques ransomware utilisent du mouvement latéral. Donc voilà, donc on a d'un côté une nécessité de protéger ces identités avec du MFA, mais pas que, avec du contrôle d'accès. On se dit on arrive bien à le faire sur les applications modernes interfacées avec le référentiel d'identité moderne. Et l'enjeu, ici, ça va être de voir comment on fait avec les autres cas d'usage, qui sont un peu moins modernes, mais malgré tout, toujours autant aussi nécessaires dans les organisations. Et je passe la main à Pierre-Yves, qui va nous parler des attaques ransomware. Merci Alexandre. Vous m'entendez bien ? Très bien. Oui. Ouais. Donc, un premier exemple finalement, et après on va rentrer dans les cas d'usage un peu plus globaux de la solution et pour vous montrer à quoi elle peut répondre comme type de cas d'usage.
Mais on sait qu'aujourd'hui, la problématique du CryptoLocker ransomware, elle est présente dans toutes les entreprises. Pourquoi? Parce que sa vraie problématique, c'est pas qu'elle infecte un poste ou un serveur, c'est qu'elle se propage très rapidement. Or, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques de comment elle fait pour se propager, mais ce qu'il faut savoir, c'est que un malware de manière générale, ou un ransomware de manière un peu plus spécifique, quand il va se déployer, il a besoin d'un certain nombre de droits, il a besoin de pouvoir se connecter sur différentes machines, il a besoin de droits pour s'exécuter sur la machine. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que si jamais on arrivait à protéger des connexions réseau ou des élévations de privilèges sur un serveur, par exemple, le ransomware, en l'occurrence, ne pourrait pas s'installer. Il serait présent sur la machine, mais il ne pourrait pas s'installer, il ne pourrait pas chiffrer les données qu'il y a sur le poste. Donc ça, c'est juste un premier cas qui montre que on va pouvoir finalement, en généralisant le MFA et la façon dont Alexandre le présentait tout à l'heure sur différents cas d'usage, les PowerShell, RDP, etc., on va pouvoir contrôler l'exécution finalement d'un certain nombre de malwares, non pas en empêchant le malware d'être présent, mais surtout en empêchant son exécution et sa propagation. Si jamais on revient un peu plus globalement sur donc, ce que fait la solution Silverforce sur le slide suivant, s'il te plaît, on va pouvoir avoir différents cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage qu'on va voir, déjà, ça va être un premier objectif d'inventaire, de visibilité finalement sur ce que font les comptes. Alors, ce que j'entends par compte au niveau de l'AD, ce sont les comptes utilisateurs, mais aussi les comptes de service. Donc, l'objectif, c'est de savoir que j'ai un certain nombre de comptes avec des droits particuliers, un nombre de groupes, les security groups par exemple, voir l'activité aussi des utilisateurs. Être capable de déterminer par rapport à certains paramètres si un utilisateur a une activité un peu suspicieuse, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Donc voilà, c'est vraiment découvrir, analyser l'usage au quotidien des différentes authentifications sur le contrôleur de domaine. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où j'ai cette visibilité-là, et on regardera, David reviendra dans le détail un peu plus tard sur le mode de fonctionnement de la solution. Mais une fois qu'on a la visibilité sur ces comptes, l'objectif, ça va être de travailler sur deux axes. Le premier axe, ça va être vraiment le côté utilisateur et ou administrateur, en mettant en place des politiques d'accès en fonction donc, de deux choses, soit de règles qu'on va dire statiques, qui vont nous permettre de dire si un utilisateur accède, je sais pas moi, à un serveur de fichiers par exemple, on va forcer l'utilisation d'un MFA tierce. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, pour s'assurer finalement que la personne qui tente d'accéder à la ressource ou à l'application soit la bonne personne. Et puis le deuxième aspect, c'est vraiment l'accès machine, puisque le fameux compte de service, encore une fois, on reviendra dessus tout à l'heure un peu plus en détail en montrant, si on ne le savait pas, que les comptes de service sont partout. Mais l'objectif, ça va être de pouvoir apporter un niveau de sécurité complémentaire sur l'utilisation des comptes de service. Le positionnement n'est pas de remplacer, l'objectif n'est pas de remplacer des solutions type Privilege Access Management avec de la rotation de mots de passe, du coffre-fort numérique, mais plutôt de travailler encore une fois sur l'accès à la machine. Alors ensuite, on va donc par rapport à ça, par rapport à cet inventaire, par rapport à l'utilisation des comptes, on va être capable de déterminer finalement un comportement potentiellement suspicieux, que ça soit par exemple par rapport à des tentatives de brute force, donc des tentatives d'authentification avec un compte avec des mauvaises authentifications, que ça soit par exemple avec la connexion depuis une zone particulière ou par exemple sur une plage horaire qui est inhabituelle. L'objectif finalement, ça va être donc de pouvoir déterminer pour chacun des utilisateurs ou des comptes un niveau de risque qui vont évoluer au cours du temps. Et en fonction de ça, on va être capable de pouvoir détecter potentiellement des comportements anormaux et de générer des alertes pour bloquer une tentative d'attaque ou en tout cas pour apporter une réponse par rapport au compte en question. À savoir que sur cette partie détection, on peut très bien venir compléter la détection et l'analyse qui est faite par la solution Silverforce par des solutions tierces qui peuvent apporter aussi des analyses comportementales. Je crois que Franck en reparle aussi un peu tout à l'heure dans la partie démonstration. Et puis le dernier point,
qui est une extension de ce qu'on peut faire sur la partie MFA, mais on le verra d'un point de vue architecture, c'est sensiblement similaire. Ça va être de combler le gap qu'on va avoir entre un environnement plutôt legacy AD, donc des applications qui, encore une fois, sont compatibles au niveau Active Directory, mais qui ne sont pas compatibles au niveau Azure AD. Aujourd'hui, Microsoft a une approche assez claire sur le sujet. L'étape numéro 1 à faire, c'est de migrer les applications qui ne sont pas compatibles Azure AD, enfin de les rendre compatibles Azure AD. Mais dans tous les cas, on n'est pas capable d'y répondre. Et de ce fait, Silverfort vient se positionner vraiment en bridge entre le monde legacy et le monde Azure AD pour relayer et faire en sorte que je puisse m'authentifier sur une application legacy avec Azure AD. Et tout ça passe bien sûr par un bridge avec Silverfort. Donc voilà un peu pour les différents cas d'usage auxquels on est à même de répondre, en sachant que l'objectif de tout ça, encore une fois, on regardait les statistiques qu'Alexandre nous présentait tout à l'heure, ben, c'est de renforcer la sécurité, mais aussi de détecter s'il y a des choses qui se passent, des choses anormales. Et pour ça, ben, on va bien sûr pouvoir intégrer toutes les informations et de détection au travers du SOC avec de l'intégration dans DCM par exemple. Le point qui est intéressant, ça va être le scope sur lequel on va pouvoir déployer, puisque aujourd'hui, on va pouvoir s'interfacer, donc comme on le disait, sur des applications on-prem legacy, mais aussi sur des applications qu'on aurait déployées dans un cloud, sur des applications qui seraient complètement cloisonnées, et aussi bien sur l'environnement IT Coty, puisque l'architecture fait que on n'a pas on va dire d'action à mettre en œuvre sur les serveurs sur lesquels on veut s'authentifier, ce qui fait que typiquement pour des environnements industriels, ben, je ne touche pas à l'infrastructure, mais j'augmente quand même mon niveau d'authentification. Donc, c'est des solutions qui s'y prêtent parfaitement bien. Donc, une fois qu'on a vu ça, ben, regardons maintenant un peu plus dans le détail et David va revenir sur l'architecture et la cinématique, on va dire, d'authentification sur ce genre de cas. Je crois que c'est David, hein, si je dis pas de David, bêtises. c'est Non, toi. c'est toi. Non, c'est Ah, c'est toi encore qui moi? arrive. Ah, pardon. Moi, c'est les comptes de service. Pardon, je pensais que c'était Donc, la je cinématique, me désolé. Donc, comme on le disait, l'approche, elle se veut la plus transparente possible. On a, alors c'est un peu une redite de ce que je viens de dire, on a l'utilisateur qui est au milieu et finalement cet utilisateur, il accède aujourd'hui à un écosystème, que ce soit des applications SaaS, du VPN, des applications OT, des postes de travail, des serveurs, des applications SSH, Linux, etc. Et aujourd'hui, si jamais on veut pouvoir appliquer du MFA partout, on va avoir, il y a plusieurs options possibles. Première, c'est de s'assurer que l'application sur laquelle on se connecte soit compatible avec des protocoles qui permettent de faire du MFA. Donc, généralement, alors des plutôt vieux protocoles type Radius ou du SAML pour les protocoles les plus récents. Mais si jamais c'est les applications ou les serveurs sur lesquels on se connecte ne sont pas compatibles, la deuxième option, c'est soit de déployer des agents sur ces serveurs ou sur ces applications, soit de mettre des proxys à différents endroits sur le réseau pour venir intercepter la requête d'authentification et relayer avec la solution d'authentification forte de MFA. Il s'avère que, et par expérience, moi je l'ai vu chez pas mal de clients quand on commençait à vouloir généraliser le multifactor authentication, donc l'authentification à multiples facteurs sur différentes applications, l'expérience utilisateur, c'est assez compliqué et la mise en place sur des infrastructures peut devenir aussi assez lourde à mettre en œuvre. Alors, déployer des proxys, c'est une chose. Déployer des agents sur différents types de serveurs plus ou moins critiques, ça devient très très complexe. L'objectif de Silverforce, c'est vraiment d'être le plus transparent possible, à savoir qu'on ne va pas installer d'agents sur les différents serveurs, on ne va pas se mettre en coupure donc avec potentiellement des changements d'architecture, on ne va pas modifier les codes pour aller relayer une authentification d'une application donnée vers une base autre. On ne va pas changer finalement l'usage de l'utilisateur, on va juste s'appuyer sur le contrôleur de domaine qui va finalement au travers d'un service qui va tourner sur l'AD, intercepter la requête d'authentification et nous fournir à Silverfort la requête en disant voilà, j'ai cette requête qui arrive, qu'est-ce que j'en fais?
Donc, dans le principe de fonctionnement, effectivement, hein, c'est ce que tu viens de citer, Pierre-Yves. Donc, on a nos utilisateurs, on a notre Active Directory, hein, les applications auxquelles ils accèdent, avec donc, du coup, des protocoles qui ne sont pas interfaçables directement avec le référentiel d'identité moderne, à savoir Kerberos, LDAP, NTLM, Radius, enfin voilà, plein de cas d'usage imaginables derrière ces protocoles. Et donc l'étape 1, c'est la demande d'authentification, hein. L'utilisateur se connecte sur son Active Directory. Comme le disait Pierre-Yves, on a Silverfort qui vient capter cette demande d'authentification avec les informations qui sont dedans, qui permet de détecter si c'est un accès à un file server, si c'est un accès au Wi-Fi, si c'est une connexion d'un compte admin sur une machine. Donc voilà, tous ces éléments-là, on va venir les capter dans la demande d'authentification. Exactement. Et côté Silverfort, on va avoir un sprint de règles qui nous disent, bah, OK, pour accéder à ce file server en particulier, qui est sensible, eh bien, j'ai besoin qu'il y ait une authentification forte, ou bien j'ai besoin qu'on me garantisse que la connexion ne constitue pas un risque de sécurité. Donc voilà, c'est toutes ces règles qu'on va pouvoir définir, qui seront configurées au niveau Silverfort. Oui, pardon, je t'attends. Ce qui est important de noter, c'est que l'interception, en fin de compte, elle se fait d'un point de vue réseau, c'est-à-dire que la requête, qu'elle soit, on le voit en haut, au Kerberos, de l'LDAP, etc., elle va être faite au niveau réseau, au niveau du contrôleur de domaine. Ce qui fait qu'on peut schématiser ça comme étant une authentification qui est mise en stand-by. On le verra tout à l'heure sur la démonstration. Franck va accéder à un partage de fichiers. On va voir que on est entre guillemets une fenêtre blanche, le temps que l'authentification soit validée. Donc cette requête réseau, une fois qu'elle est, enfin cette requête, une fois qu'elle est interceptée, donc elle est envoyée au Silverfort. Comme on le disait tout à l'heure, plusieurs modes d'accès. On va dire un mode statique où c'est un utilisateur, une application, une décision. D'accord? Donc autoriser, reject ou demander à MFA, ou ça peut être dynamique en fonction d'un niveau de risque. C'est-à-dire que l'analyse et la visibilité qu'on va avoir sur les différents accès vont permettre de dire qu'un compte a un niveau de risque bas, moyen, élevé, critique. Et en fonction de ça, on va être capable de dire si mon niveau est, je ne sais pas, moyen ou plus, je veux m'assurer que ça soit la bonne personne. Et donc, Silverfort va avoir une sorte de politique de sécurité d'accès conditionnel. Et en fonction de sa politique, dans le cas, parce que là on est vraiment dans le cas MFA, dans le cas où il y a un MFA, c'est Silverfort qui va aller s'interfacer avec une solution tierce, et c'est le point 4, qui va demander donc à l'utilisateur un MFA, mais Silverfort ne va pas demander directement le MFA à l'utilisateur, il va demander à la solution, Microsoft par exemple, en disant Microsoft, j'ai l'utilisateur A qui essaie d'accéder à une application, peux-tu valider que l'utilisateur A est bien l'utilisateur A? Et donc Microsoft ou Duo ou RSA, Okta, on a parlé tout à l'heure, va envoyer un push token par exemple sur l'utilisateur qui va pouvoir dire oui, c'est bien moi. À partir du moment où il a validé ça, Microsoft revient vers Silverfort pour lui dire oui, l'utilisateur a bien validé que c'était bien lui. Et Silverfort va dire au service qui tourne sur l'Active Directory, c'est bon, tu peux laisser passer l'authentification. Et l'authentification vient se faire normalement. C'est important de noter ça, c'est qu'il n'y a pas de modification de la cinématique d'authentification. D'accord? C'est-à-dire que potentiellement, si je m'arrête au point 2, juste en dessous de l'Active Directory, le fonctionnement de l'authentification sur le domaine va rester exactement la même que sans la solution Silverfort. Donc, c'est vraiment une interception, une mise en stand-by, entre guillemets, de l'authentification, le temps que je puisse valider que l'utilisateur qui est derrière soit le bon utilisateur. Et à partir de ce moment-là, l'authentification va continuer. Alors, on le verra aussi dans les politiques de sécurité tout à l'heure. Bien entendu, l'objectif, ce n'est pas de demander à un utilisateur, dès qu'il va accéder à quelque chose, d'avoir un MFA, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, on va pouvoir, en fonction des applications ou des serveurs auxquels on va accéder, en fonction de la criticité de l'application, de la typologie des utilisateurs aussi, on va vraiment pouvoir créer des règles d'accès qui vont permettre, par exemple, de dire, je ne sais pas, sur une personne avec très peu de privilèges, voire pas du tout de privilèges, je fais une authentification renforcée le matin quand elle accède à son poste de travail ou quand elle accède à son serveur
explorateur de fichiers et puis je lui demande plus rien dans la journée. Voire pour des utilisateurs un peu plus sensibles, ben, eux, à chaque fois qu'ils vont accéder à une application différente, sous une période d'1 heure par exemple, ben, je vais demander de rejouer l'authentification forte. Donc, on a vraiment cette flexibilité d'utilisation de la solution en fonction des utilisateurs, des groupes utilisateurs, des sources, des destinations. Enfin, on peut vraiment gérer tout ça de manière assez simple. Et je précise, parce que c'est quelque chose qui peut paraître des fois complexe à mettre en œuvre, c'est que le côté visibilité des accès va nous permettre finalement de savoir quoi faire. C'est-à-dire que quand je vais voir un utilisateur qui accède à une application, en fonction de l'analyse que je vais faire, je vais pouvoir soit créer une politique de sécurité par rapport à cet accès parce que j'estime qu'il en a besoin et potentiellement la généraliser à d'autres groupes utilisateurs, soit au contraire, je dis, bon, je laisse l'authentification classique, je fais juste que récupérer l'information. Et Parfait. donc le point 5, voilà, qui revient vers les Oui, serveurs. c'est mon tour. Voilà, c'est ton tour C'est ce mon coup-ci, je ne me tour, trompe pas. tout à fait, ouais. Alors, sécuriser les comptes de service, vaste question et vaste problème sur les Active Directory. Aujourd'hui, les comptes de service, ils ont de nombreux usages, ils sont très nombreux sur vos AD. Ils servent à identifier, authentifier un service, à accéder au code, à une application, à les exécuter, à démarrer un process, à permettre aux utilisateurs à s'authentifier sur une appli en Kerberos. Et on a aussi des nouveaux usages avec la robotique, avec les automatisations, où on a des types de comptes de service dits mimiques qui vont simuler un utilisateur. Le point commun de tous ces comptes, c'est que ce ne sont pas de l'authentification directe. Il n'y a personne derrière. Et la problématique de leur sécurisation a toujours été au cœur des points faibles d'un Active Directory. En effet, quand vous êtes un admin, vous posez toujours des questions genre ce compte de service est-il toujours utilisé? Pour m'assurer qu'il n'est pas compromis. Il est utilisé comme il le devrait. Si je veux changer son mot de passe, est-ce qu'il y aura des impacts? Comment puis-je le sécuriser alors que je ne peux pas lui mettre de MFA aujourd'hui? Eh ben, petit spoiler, Silverfur va vous permettre de répondre à ces questions. Ah, next slide, merci. En effet, il va y avoir plusieurs phases qui vont être jouées par Silverfur. Une première phase qui va être une phase de découverte. Durant cette phase, il va pouvoir analyser votre AD, voir quels sont justement ces comptes qui sont utilisés ou non, et comment ils sont utilisés. Pendant une phase de surveillance, cette phase de surveillance, en fait, ça équivaut à apprendre le comportement de vos comptes de service, à voir comment ils sont utilisés. Ensuite, suivant cette phase de surveillance, on a une phase d'analyse. Là, il va consolider ces données pour mettre en évidence que tel compte de service se connecte depuis tel IP, tel serveur de telle heure à telle heure et que c'est son comportement normal. Et de là, si on a un comportement normal, on peut très bien définir que tout comportement différent de cette normalité est à bloquer. Et c'est là qu'intervient la partie rémédiation à travers des politiques que vous décidez. Dire par exemple, moi, mes comptes de service, je sais que se connectent, mon compte SQL se connecte sur le même SQL. Toute connexion depuis une autre IP, un autre serveur, sera bloquée. Et toute cette phase, ces 4 phases, et ça, je tiens encore à le préciser, sont faites sans changer aucun code dans vos applis, sans changer, enfin, sans aucune interruption. Il n'y a pas besoin d'aller ajouter un add-in, d'aller redémarrer un service, avec tous les risques que ça peut avoir en termes d'interruption de production. Ce qui est important de noter aussi, et je me permets, David, de rajouter ce Oui. point-là, c'est voilà, c'est vraiment cette démarche progressive. Autant sur de l'accès utilisateur, généralement, on sait quel groupe accède à quoi. Je dis généralement, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais sur des comptes de service, c'est encore plus compliqué parce que, comme tu le disais, souvent, on ne sait plus que certains comptes existent. Et puis, il faut surtout analyser leur comportement. Donc, il y a vraiment une période de surveillance et d'analyse qui peut durer plusieurs semaines, généralement. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce qui se passe, qu'on ne peut pas agir avant. Mais en tout cas, Oui. nous, on préconise de laisser pendant quelques semaines l'analyse, faire une sorte de baseline pour savoir un peu comment fonctionnent ces comptes de service, pour ensuite appliquer la politique de sécurité. Et même, je peux ajouter, même la phase de découverte, elle est très importante, elle est très demandée par nos clients puisque, comme tu dis, ces comptes de service, on ne sait des fois qu'ils ne sont pas encore utilisés. Le problème, c'est qu'un compte de service, des fois, a beaucoup de droits, beaucoup de privilèges, il a des SPN, donc il est dangereux d'un point de vue attaque Active Directory, mais on n'ose pas y toucher parce qu'on ne sait pas, on n'a plus ce savoir. Et là, Silverfur nous aide vraiment beaucoup à découvrir les comportements. Et en fait, là, moi, pour les utilisations, ça rejoint ce qu'on a pu voir avec Pierre-Yves sur la partie utilisateur. En fait, il va analyser toute connexion sur n'importe quel protocole euh, autorisé en Active Directory pour aller vérifier en fait
que cette demande est valide et selon ce qu'on va un calcul de risque et les politiques qu'on aura définies, il pourra autoriser ou non la connexion. Là, ça rejoint quand même, c'est entre les deux, entre le compte de service et le compte utilisateur, puisque comme on dit, un compte d'automatisation comme du RPA, c'est un compte utilisateur simulé. Ça va nous permettre justement, si ce compte utilisateur simulé est utilisé ailleurs que sur le RPA, on va pouvoir le bloquer. Parfait, Je te passe la main, Alexa. Tout à fait. Donc, on va revenir sur le côté hybride Azure AD. Donc, on va partir du principe que votre référentiel moderne ici, c'est Azure AD. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, donc avec Azure AD, on a, pour ceux qui connaissent, avec le contrôle d'accès, l'accès conditionnel, on a un champ des possibles d'un point de vue sécurisation qui est très important. On va pouvoir sécuriser les comptes utilisateurs, les comptes administrateurs, les comptes invités, spécifiquement pour Azure AD, les comptes de service également, de manière assez naturelle, en interfaçant notre application avec les protocoles que j'ai cités tout à l'heure, les protocoles standards et modernes, et puis appliquer des politiques de contrôle d'accès. Si je suis un admin, je dois avoir de l'authentification forte, je dois avoir une authentification régulière, je fais une analyse du risque de connexion. Les comptes de service, c'est pareil. Sur Azure AD, on va pouvoir faire du contrôle d'IP, un peu comme ce qu'on a vu précédemment. Et effectivement, là où Azure AD, on a vu également qu'Azure AD ne couvrait pas un certain nombre de cas d'usage, les cas d'usage qui sont très liés à l'Active Directory et l'utilisation des protocoles tels que NTLM, LDAP, Kerberos, qui ne sont pas directement gérables par Azure AD. Et donc c'est là où Silverfort, va intervenir pour adresser ces cas d'usage en détectant le trafic d'authentification comme on l'a vu tout à l'heure, et puis en demandant, en faisant par exemple l'analyse du risque de connexion, en demandant du MFA. Alors on peut demander, juste faire une demande de MFA, mais on peut aller un peu plus loin avec Azure Active Directory, c'est qu'on peut directement transférer la requête à Azure Active Directory. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait sur l'accès conditionnel sur Azure AD, on va pouvoir capitaliser dessus et dire, non pas juste dire j'appelle le MFA, dire non, je te transfère la requête, je transfère la requête à Azure Active Directory, et puis tu m'appliques les règles d'accès conditionnel telles qu'elles ont été créées, telles qu'elles ont été conçues, pensées, justement pour avoir une continuité dans l'usage, une continuité pour que l'utilisateur, l'utilisateur, ça sera assez naturel pour lui, parce que dans les faits, qu'on se le dise, que ce soit Silverfort ou Azure AD, l'utilisateur, il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit juste, c'est j'accède à tel service, voilà mon expérience de connexion. Et l'enjeu, c'est qu'on va pouvoir lui apporter une expérience homogène, que ce soit sur des cas d'usage modernes ou des cas d'usage un peu plus legacy, mais encore une fois, il est ultra nécessaire dans quasi tous les contextes, via les protocoles qu'on a cités tout à l'heure. Donc, de la même manière, on retrouve notre petit schéma, c'est notre petit schéma fil rouge. On a nos utilisateurs qui tentent d'accéder à des ressources on-prem via les protocoles Kerberos, LDAP, NTLM. Donc forcément, j'arrive sur mon Active Directory. Sur mon Active Directory, j'ai Silverfort qui vient capter la demande d'authentification et qui vient la transmettre à Azure Active Directory pour valider pour valider du MFA, et puis pour valider les règles d'accès conditionnel qui sont en place, des règles de réauthentification, des règles. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir contrôler directement en contrôle de session, du contrôle de plateforme. Voilà, il y a plein de cas d'usage possibles sur Azure Active Directory, sur le contrôle de l'authentification. Et une fois que c'est validé, retour Silverfort, Active Directory, et l'utilisateur a accès à son service. Donc, l'enjeu,
alors on a beaucoup de clients qui sont sur une dynamique d'évolution vers le référentiel d'identité moderne, d'évolution vers le cloud. Donc la première étape, c'est effectivement, et ça, en général, ça prend déjà un petit peu de temps, c'est découvrir les applications, donc avoir un référentiel, un inventaire de mes applications, et identifier pour chaque application quelles vont être ses capacités en termes d'intégration avec un référentiel d'identité. Comment l'application fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui elle est liée à Active Directory? Est-ce qu'elle est compatible avec SAML, avec OpenID Connect? Voilà, donc quelles vont être mes capacités, ou est-ce qu'elle est compatible avec rien et de fonctionner de manière autonome? Voilà, donc c'est la première étape, c'est l'inventaire de mes applis et quelles vont être ses capacités en termes d'intégration avec un référentiel d'identité. Une fois qu'on a cet inventaire, on a toute une série, le choix 1, ça reste l'intégration avec le référentiel d'identité moderne. On a toute une série d'applications qui vont être compatibles. Et donc, on va directement interfacer avec Azure Active Directory et directement, on va capitaliser du coup sur le contrôle d'accès où on va le mettre en place s'il n'est pas encore mis en place. Et puis, et après, on aura les autres applications, les autres cas d'usage. Access File Server, application développée en interne qui fait du LDAP. Donc là, on a vu qu'il y a plein de cas possibles. Et bien dans ce cas-là, on va faire un lien, on appelle ça le bridge, de ces applications avec Azure Active Directory et l'accès conditionnel Azure Active Directory. Donc, on apporte la même expérience pour l'utilisateur, que ce soit sur les cas d'usage on-prem ou les cas d'usage cloud, grâce à Silverport. Donc, un petit retour d'expérience et on passe à la démo. À toi, Pierre-Yves. Juste pour remettre un peu en contexte justement comment la solution peut fonctionner ou comment la solution aurait pu fonctionner dans le cas d'une attaque qui a eu lieu il y a septembre 2022. Voilà, je l'ai marqué sur le slide, comme ça je me souviens quand est-ce qu'elle a eu lieu. C'est quelque chose d'assez qui a été public, en tout cas sur l'attaque en question. Hein. C'est une société de chauffeurs de voitures concurrentes de taxi, pour ne pas les citer. Ce qui s'est passé, donc ils se sont fait attaquer, il y a eu du vol d'informations et après analyse de l'attaque, il s'est avéré que le groupe de pirates avait réussi à voler un compte utilisateur et s'est connecté au travers d'une connexion VPN. Pour le coup, l'entreprise en question avait quand même fait les choses à peu près bien. C'est que pour ses accès VPN, elle avait mis en place des solutions de MFA. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand le pirate a essayé de s'authentifier sur la connexion VPN, il y a un MFA qui est arrivé sur le téléphone de l'utilisateur. Est-ce que vous voulez vous authentifier? La personne a fait non, 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 non. Et puis au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a fait oui. D'accord? Donc on rentre dans ce qui s'appelle du MFA fatigue, c'est-à-dire que on le voit tous au quotidien sur nos navigateurs. Oui, ça me prompte, ça me met des messages, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre de voir le message, je dis bon allez, je valide. Alors la vraie question, c'est comment est-ce que finalement Silverfort aurait pu agir sur toute la chaîne justement d'authentification, l'accès VPN, l'accès au partage de fichiers, l'accès à des secrets qui vont permettre ensuite d'accéder à des ressources confidentielles. Alors déjà, premier point, on l'a dit, il y a déjà du MFA qui a été mis en place au niveau du VPN. J'aurais tendance à dire que sur ce point MFA, Silverfort n'aurait pas forcément pu agir sur vraiment l'accès, on va dire, et le fait de forcer du MFA. Mais par contre, l'analyse de la connexion et des tentatives de requête de MFA avec des refus, d'accord? Parce que du coup, Silverfort l'aurait vu passer en disant j'ai rejeté, j'ai rejeté, j'ai rejeté, j'ai rejeté et j'ai accédé. Donc, plusieurs manières selon la politique de sécurité qui est mise en œuvre. De base, la première chose, c'est que naturellement, le risque associé à ce compte utilisateur aurait tout de suite été élevé. Donc, à partir de ce moment-là, j'aurais pu déjà avoir une politique de sécurité qui dit le risque est élevé, je bloque. D'accord? C'est le genre de choses qu'on aurait pu faire, voire nativement, au bout d'un moment, Silverfort, quand il constate qu'il y a trop d'authentification rejetée, par défaut et par sécurité, il va rejeter les suivantes de manière complètement automatique sans même plus prompter l'utilisateur. Donc déjà, l'accès initial aurait pu être bloqué à ce niveau-là. Passons, on n'a pas mis en place la bonne politique de sécurité, je suis connecté en VPN, le pirate est connecté en VPN.
C'est un peu comme mon cas du ransomware tout à l'heure. Une fois que je suis connecté en VPN, j'essaye d'accéder à un partage de fichiers. Là, c'est pareil. Si jamais j'essaie d'accéder à un partage de fichiers, je peux, et on le verra dans quelques instants, je peux requêter un MFA. Ben là, de la même manière, j'aurais vu que j'aurais peut-être eu encore des échecs de MFA apparaître. Et j'aurais pu encore agir à ce niveau-là. Ou l'utilisateur aurait pu refuser. Donc, potentiellement, le pirate n'aurait pas pu accéder au partage de fichiers. La même chose sur le secret de serveur, voire avec une politique différente. D'accord? C'est des serveurs de secret, donc de l'information plus ou moins confidentielle. Ben, je pourrais très bien mettre un niveau de risque par rapport à ça. Entre-temps, je vais pouvoir rediriger l'ensemble des informations d'authentification sur mon SOC. Donc, j'aurais eu des alertes qui auraient popé. Ce que je veux dire par là, c'est que sans changer le flow et l'organisation et la façon dont travaille l'entreprise, juste en mettant le Silverfort en tâche de fond, entre guillemets, sur le contrôle des opérations, on aurait pu, ou en tout cas l'entreprise aurait pu, voir ce qui s'est passé et agir soit dès la connexion, soit l'accès au premier fichier, soit l'accès au secret, voire l'accès aux applications qui sont, soit dit en passant, si on regarde, c'est des applications, et dans ce type d'entreprise plutôt nouvelle génération, beaucoup d'applications, comme tu le disais Alexandre, modernes. Voilà, donc avec déjà des choses et potentiellement des accès qui sont déjà contrôlés. Mais on aurait pu, du coup, avec Silverfort, contrôler à chacun des niveaux. Et c'est ce que Franck va nous démontrer dans quelques instants, puisque je vais lui passer la parole, pour illustrer tout ce qui vient d'être dit, que ce soit sur de l'accès utilisateur, compte de service, je ne sais pas s'il a du compte de service, ou Azure AD. Il y a pas mal de cas d'usage qu'on va vous montrer. Ça, et juste un petit ajout également, la combinaison Silverfort plus le MFA Microsoft, dans la mesure où maintenant Microsoft a introduit par défaut la partie number matching. Donc désormais, quand on appelle le MFA Microsoft, via Silverfort ou pas, sur l'écran est affiché un numéro. Donc là, l'attaquant aurait eu un numéro sur l'écran que l'utilisateur doit renseigner sur son mobile. Donc si donc le fameux approuve compulsif ne peut plus avoir lieu avec ça, parce que si je ne vois pas le numéro qui est affiché à l'écran, mais je ne peux pas approuver en fait. Donc encore un autre moyen également qui aurait pu aider sur cette attaque. Franck, c'est à toi, tu prends la main, je te laisse Oui, merci partager ton Alexandre. écran. Ouais. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. OK, très bien. Du coup, voici ma maquette démo, avec à droite un téléphone portable avec des clients MFA. Il y a plusieurs sur ce téléphone portable. Dans la réalité, avec un déploiement chez un client, il y a un seul qui est déclenché à chaque fois. Dans cette démo, il y a plusieurs qui ont été déclenchés en même temps. C'est juste pour indiquer qu'on peut intégrer avec plusieurs clients MFA. Du coup, avec Silverfort, on peut protéger des accès métiers, par exemple un accès à un partage de fichiers, sans besoin d'installer un agent sur le serveur ou le client. Ici, j'essaie de accéder à un partage fichier et je déclenche plusieurs MFA et je vais valider cette demande avec le MFA Microsoft. On est sur la page blanche dont je parlais tout à l'heure, la tempo avec l'authentification qui est mise en stand-by, le temps qu'on valide. Du coup, j'ai que accès après avoir approuvé la demande sur le téléphone portable. Pareil, je peux protéger des clients lourds. Imaginez-vous un admin SQL qui a besoin de se connecter au serveur SQL avec un compte qui a des pouvoirs. Là, au moment où l'utilisateur se connecte, on peut déclencher la MFA et on peut empêcher que l'utilisateur avoir accès sans MFA. Et les clients n'ont aucune notion de MFA, pas besoin de supporter. On a intégré côté Active Directory, pas besoin d'installer des agents sur le serveur SQL ou sur les clients. On a parlé de Azure AD Bridge. Depuis pas longtemps, Microsoft impose l'utilisation de number matching sur les comptes connexion avec un compte Global Admin. Là, on peut faire pareil pour les admins
Active Directory, par exemple pour une connexion PowerShell ou une ouverture d'une connexion RDP ou un accès à une application web. Là, on va déclencher un bouton pour permettre l'authentification Azure AD. L'utilisateur se connecte avec son compte Azure AD. Là, il y a une politique Conditional Access qui est déclenchée. Et si il y a un number matching paramétré, vous allez voir la demande sur téléphone portable avec le chiffre à entrer. Et du coup, j'ai que accès après avoir autorisé l'accès via number matching. On peut aussi sécuriser les comptes admin. Les comptes admin IT, par exemple, pour ouverture d'une session PowerShell. Là, je vais vous montrer l'appli Silverfort qui peut montrer un peu plus de contexte sur chaque authentification MFA pour indiquer qu'il s'agit d'une connexion ici vers RD16.1. Et ça permet de sécuriser tous les accès admin qui passent via Active Directory, toutes les authentifications Active Directory. S'il y a quelqu'un dans votre réseau qui vole un jeton Kerberos, par exemple d'un admin, on peut aussi bloquer l'utilisation de cet jeton Kerberos ou HNTLM pour faire le mouvement latéral. L'utilisateur ou l'attaquant essaie de se connecter avec un protocole de gestion à distance, comme PowerShell, WinRM, RD, WMI, BSExec. L'admin va avoir une demande MFA, va rejeter la demande, et à ce moment-là, on peut bloquer le mouvement latéral. Du coup, dans l'interface admin, je vais vous montrer une politique MFA pour expliquer comment ça marche. Vous pouvez paramétrer le protocole à sécuriser. On permet de sécuriser tous les autant de Kerberos, NTLM et LDAP qui passent via Active Directory. On peut paramétrer des politiques statiques ou basées sur le risque. Là, on va détecter le risque d'un utilisateur de chaque authentification basé sur des attaques niveau Active Directory, mais aussi le comportement de l'utilisateur basé sur l'historique. S'il y a un comportement qui est abnormal, on peut déclencher la MFA pour éviter le MFA fatigue. Vous pouvez paramétrer des politiques pour des groupes d'utilisateurs. Du coup, les admins IT peuvent avoir des politiques différentes que les utilisateurs métiers, que les externes, etc. Et vous pouvez indiquer la source et destination à protéger, la connexion. Vous pouvez aussi protéger toutes les connexions vers une certaine destination. Là, vous pouvez choisir l'action, permettre la connexion, rejeter la connexion. Ça c'est intéressant pour implémenter le tiering Active Directory. Déclencher la MFA, envoyer notification vers la solution SIEM ou déclencher l'authentification Azure AD pour déléguer l'authentification vers Azure AD. Pour les comptes de service, on va bien sûr pas déclencher un MFA. Là, on va vous aider par faire un inventaire de tous les comptes de service basés sur leur vraie utilisation. Du coup, on va faire une cartographie de chaque compte pour indiquer son utilisation. Indiquer tous les serveurs où on voit l'utilisation d'un compte et on va permettre aussi de restreindre l'accès aux serveurs que vous pouvez indiquer. Ça permet de, par exemple, restreindre l'utilisation de cette compte de service SRVDR Backup juste au serveur que vous mettez en mode allow ici. S'il y a un accès en dehors de périmètre autorisé, vous pouvez bloquer l'accès, vous pouvez alerter le SOC ou les deux. Ça permet une sécurisation de tous les comptes de service d'une façon très simple avec assez de puissance. Et ça peut être combiné avec notre moteur de risque pour détecter le comportement abnormal. Finalement, on a la partie Threat Detection pour détecter des menaces
niveau Active Directory, sur les attentes, et indiquer les meilleures pratiques pour l'Active Directory. On peut vous montrer s'il y a toujours une utilisation d'un TLM-V1. On peut vous montrer s'il y a des utilisateurs avec le pouvoir Shadow Admin, des admins avec un SPN. C'est des différents types de soucis de sécurité que vous pouvez améliorer quand vous avez la visibilité. Cette solution vous donne la visibilité. Merci, ça c'est la fin de partie démo. Merci Franck. Mais donc voilà, on a terminé sur cette session. Donc merci à tous les participants. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions sur la solution, si vous voulez aller plus loin dans les explications, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis à bientôt. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup. Bonne fin de Au journée. Au revoir. revoir.